Alors, on est en direct, on est en live, ça veut dire la même chose. Tout ça pour dire que le direct, ça se gère pas comme le différé, donc je vous prie d'avance de m'excuser s'il y a un petit décalage, s'il y a des petits ajustements. Bon 1er mai à toutes et à tous. J'espère que le débat qui a précédé, les interviews qui ont précédé vous ont plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu d'interviewer et Juan Branco et Maxime Nicole. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Alors, je vais tout de suite profiter de l'occasion qui m'est donnée pour excuser l'absence de Juan Branco. Comme vous le savez, Juan est très sollicité. Il est par ailleurs aussi, comme je l'ai dit précédemment, euh, avocat. Et en tant qu'avocat, il a une activité très très chargé. Donc, pour tout un tas de raisons que je vous épargne, il ne pourra pas être là avec nous. Mais on a Maxime Nicole et c'est très très bien. Je m'en réjouis vivement. D'abord, Maxime, je vais commencer par te demander comment ça va, où en est le moral après, je crois, un petit peu. Cette semaine de confinement, c'est ça? J'ai perdu la notion du temps. Cette semaine de confinement. Je ne sais plus si on est hier ou octobre, mais non, ça va, le moral, ça va. Moi, j'ai de la chance de ne pas habiter dans un 9 mètres carrés. J'ai 60 mètres carrés dans un appartement au troisième étage, mais je suis pas enfermé dans un centre-ville, donc ça va, j'ai de la forêt à côté et je ne me suis pas à plaindre à ce niveau-là. Très bien, très bien. On est le 1er mai, Maxime, la fête du travail, comme on dit, par raccourci souvent, mais c'est davantage une journée de lutte pour le droit des travailleuses et des travailleurs. Le 1er mai, Gilets jaunes, 1er mai, droit des travailleuses et des travailleurs. Il faut dire qu'ils en ont pris un sacré coup, hein, les droits des travailleuses et des travailleurs ces dernières années. Et puis l'état d'urgence sanitaire en a remis une couche, si tu me permets l'expression, en sachant que malgré le confinement, malgré le contexte sanitaire, il y a des millions de travailleuses et de travailleurs, et surtout des travailleuses, qui sont sur le front euh, malgré le confinement. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Maxime, à la fois cette régression du droit du travail et puis ces bataillons de travailleuses et de travailleurs qui sont sur le front. Et je me permets au passage de dire que c'est souvent ces mêmes travailleuses et travailleurs qui ont constitué les fameux gilets jaunes, hein. Ben, je pense que dire que les gens sont sur le front, c'est pas forcément ça reflète pas forcément la réalité. On est toujours là, on est en train d'applaudir tous les soirs à 20h des gens qui en fait font leur travail comme tous les jours. Donc si aujourd'hui on est en train de se rendre compte qu'ils font un travail qui est non seulement nécessaire mais en plus difficile, il faudrait peut-être comprendre que ça fait déjà des mois, voire des années qu'ils se battent pour avoir plus de moyens techniques et de moyens humains pour pouvoir travailler correctement. Et c'est assez quand même perturbant de voir des gens qui demandent pas des moyens, c'est-à-dire pas des moyens pour s'en sortir personnellement, même s'ils demandent aussi que leur salaire soit revalorisé, ce qui est totalement logique, mais demandent surtout des moyens de pouvoir travailler correctement pour se prendre soin des gens, puisque leur boulot, c'est de sauver des vies et de soigner des gens. Là, on parle du 1er mai. Je vous rappelle que l'année dernière, le 1er mai, on a Emmanuel Macron là, qui a fait une petite apparition en disant que il souhaitait retrouver la France des chamailleurs, ceux qui se chamaillent dans les rues. Alors, je pense que les Français ont autre chose à foutre que de se chamailler. Si les gens sont dans la rue, c'est parce que ils espèrent que ça changera les choses. En l'occurrence, l'année dernière, ça ne l'a pas empêché de faire gazer et matraquer toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux de manifestation à Paris, mais aussi ailleurs, femmes, hommes, syndiqués, non syndiqués, de beaucoup de corps de métier. Et quelques temps auparavant, c'était l'affaire Benalla qui a utilisé un brassard de police qu'il n'aurait pas dû porter, avait une arme et on connaît tous l'histoire Benalla. Donc en fait, j'ai l'impression que ce jour-là, c'est vraiment un des jours citoyens importants. C'est là où les gens essayent de montrer leur lassitude, mais aussi leurs espoirs, parce que si les gens se battent, c'est qu'ils ont de l'espoir.
Si personne n'était dans la rue, ça montrerait que les gens sont résignés et dépités. C'est pas le cas. Là, aujourd'hui, sur les réseaux, partout, on voit que les gens sont dégoûtés de ne pas pouvoir manifester. Il y a eu quelques personnes qui sont sorties manifester à Place de la République à Paris et qui d'ailleurs ont fait l'objet d'arrestations pour quelques-uns. On a vu une personne se faire plaquer au sol par des policiers, des CRS sûrement, policiers en tout cas, ils n'étaient pas équipés de casque. Euh, mais voilà, donc non, je pense que c'est une journée importante et je pense que le combat qui est mené depuis des années et qui a pris forme sous une mobilisation massive depuis novembre 2018 est un combat qu'il faut continuer et qu'il faut surtout pas abandonner en tout cas. C'est mon point de vue. Très bien, très bien. Justement, Maxime, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, la gestion, ou certains diront la non-gestion gouvernementale de la crise du coronavirus, hein, à la lumière de la manière dont les Gilets jaunes ont été traités? Qu'est-ce que ça t'inspire, allez, disons ce bordel, ce foutoir, avec ces injonctions contradictoires permanentes? Sortez pas, sortez travailler, mettez des masques, mais les masques ne servent à rien. Quel regard toi tu portes sur cette communication dont tu as été, dont les Gilets jaunes ont été victimes aussi à un moment donné du combat? J'ai du mal à comprendre pourquoi des gens soutiennent encore ce gouvernement. Pour plusieurs raisons. On pourrait être en désaccord sur la forme des choses, mais sur le fond, j'ai du mal à comprendre comment on peut encore être dans la ligne du gouvernement. Je rappelle une chose. Au début, il y avait un stock de masques. Finalement, il n'y en avait pas. Finalement, l'ancienne ministre de la Santé a avoué qu'elle était au courant et qu'elle savait qu'un raz-de-marée allait arriver. Je rappelle qu'il y a quand même plus de 20 000 morts dans un pays comme le nôtre pour un gouvernement qui avait comme ligne de communication le fait qu'il n'y aurait pas de cas en France et que peut-être un, mais au pire, c'était pas plus. On apprend aujourd'hui que des groupes comme Carrefour avaient des stocks massifs de masques qui auraient pu être distribués à des personnels de santé qui, pour certains, ont perdu la vie en travaillant et en essayant d'en sauver. On a un président qui nous fait une allocution, deux allocutions, trois allocutions, qui nous donne des informations qui sont complètement réfutées par ce même gouvernement quelques heures plus tard. Là, on a une carte de déconfinement qui vient de sortir. Il y a déjà des régions qui sont en train de faire un scandale, enfin de faire un scandale, de s'exprimer publiquement en disant que les chiffres qui sont annoncés et qui les classent en rouge sont pas les bons. On a une porte-parole, pardon, qui nous dit ne pas savoir comment mettre un masque parce que c'est un geste technique et quelques semaines plus tard nous dit que les enfants de 4 ans sauront très bien mettre un masque et puis que ça n'empêche pas leur prise de l'école. Quand quelques semaines avant, on disait que les enfants étaient potentiellement des vecteurs de transmission importants puisque non symptomatiques et qu'il fallait absolument que les écoles soient fermées. Et là, on réouvre les écoles alors que dans d'autres pays, les écoles restent fermées. Enfin bref, c'est tout un, c'est tout un bordel sans nom. C'est vraiment une communication qui. Je crois que dans l'histoire de la politique, et je crois qu'on en avait parlé lors de l'interview, dans l'histoire de la politique, moi je me rappelle quand j'étais enfant, quand il y avait un président qui parlait à la télévision, tous les adultes se taisaient. C'était un peu comme un silence religieux, tout le monde écoutait, il y avait une certaine prestance de cet homme en question qui se présentait à la télévision devant tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de crédibilité politique parce que la politique professionnelle est complètement hors sol. Ça met en avant, ça protège des intérêts financiers et pour le reste, ils sont complètement hors sol. Très bien, Maxime. Du coup, vraiment, j'insiste beaucoup sur ça, Maxime, et encore une fois, c'est pas un seul homme aussi, euh, voilà, avec toute son expérience, avec toute son intelligence, qui peut évidemment régler ou répondre à toutes ces questions. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi la suite, Maxime? Bon, certes, tu as évolué dans ton parcours, tu occupes aujourd'hui une nouvelle fonction, mais c'est quoi la suite? Comment on peut espérer sortir de cette situation
comment on peut revivifier le mouvement des Gilets jaunes, alors à supposer qu'il se soit essoufflé, justement, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Alors, il a peut-être pris d'autres formes, hein, c'est plus les formes classiques de manifestations classiques dans les rues, chaque samedi. Voilà, avec toi, quels sont les axes, quelles sont les pistes qu'on pourrait essayer de voir ensemble pour le monde d'après, dont je rappelle que c'est le mot d'ordre de ce salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Alors, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose qui a été très très mal interprété dès le départ de ce mouvement, c'est que c'est pas un mouvement qu'on peut mettre dans une case. Dans ce mouvement, c'est surtout de l'indignation sociale, de la colère légitime qui dénonce des injustices fiscales, humaines, des injustices de vie. Relancer ce mouvement, je pense que le gouvernement s'en charge très bien. Je pense que ce gouvernement, enfin les politiques qui sont menées hein, depuis peut-être 20, 30 ans sont tout à fait propices à ce que les gens sortent dans la rue et en aient marre. Euh, Là, il y a Balai Masque, l'opération Balai Masque qui est en train d'être mise en place par les personnels soignants qui demandent à différents corps de métier de se rejoindre pour repartir sur une lutte sociale d'envergure pour dire plus jamais ça, stop à la République en marche et à ce capitalisme qui détruit tout. Euh, j'ai fait un live moi cette nuit suite à une déclaration de François Boulot avec qui j'ai eu contact il y a très peu de temps et qui parlait d'une idée qui m'a paru plutôt intelligente. En fait, Je te coupe 2 petites secondes, Maxime. On oui, rappelle, Francis Boulot, c'est aussi François. François Boulot, pardon, François Boulot. C'est un gilet jaune aussi. Alors, c'est un avocat. C'était C'est un un avocat qui avocat, habite mais à la ville d'Oran et qui défend la lutte des Gilets jaunes. voilà. Je précise pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément, qui ne connaissent pas forcément toutes les figures, mais Bien François, sûr. effectivement, c'est un porte-parole des Gilets jaunes, avocat, qui est dans Seine-Maritime, c'est Ah. ça? Ah, porte-parole, non, Euh, excuse-moi, je corrige tout de suite. En tout cas, il a souvent, les médias en ont fait un porte-parole et a souvent été sollicité sur les plateaux télé. Il est en Seine-Maritime, hein, c'est ça? c'est ça. Il habite à Rouen, je crois, D'accord. du côté de Alors, Rouen. je te laisse reprendre le fil de ton propos. Tu disais que tu étais en contact récemment avec justement Ouais, François voilà. Boulot. Alors, le truc, c'est que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu certaines catégories de population qui se sont mises pardon, les unes contre les autres par divergence d'opinion, d'idéologie. Et c'est toujours d'ailleurs très compliqué de réunir les gens. Le gouvernement aime bien diviser pour mieux régner, donc c'est difficile de tomber d'accord sur certains sujets. Ce qui fait que dans les luttes sociales, et c'est pas d'hier, c'est pas tout neuf, ça a toujours été un peu comme ça. Dans les luttes sociales, chacun défend un peu son beefsteak et dans cette lutte qui est une lutte quand même historique, l'intérêt collectif doit primer. Donc François, en discutant avec lui, a parlé du fait de pouvoir rassembler les gens en montrant par exemple le fait que moi je suis un partisan et un politique, je jamais eu de carte de parti politique, jamais adhéré à un parti politique ni à un syndicat de toute ma vie. Et je suis quelqu'un qui considère que l'opposition politique n'existe pas, que c'est du jeu de communication, mais que concrètement, ça n'apporte pas d'effet réel et efficace. Et je pense la même chose des bureaux syndicats, pardon, parce que pour moi, les syndiqués ont une force de vouloir changer les choses qui est bien présente, qui est là, une colère qui est légitime et l'envie de faire évoluer les choses, mais les bureaux syndicaux ne leur laissent pas forcément toutes les possibilités qu'ils auraient de pouvoir faire changer les choses. Je veux dire la Euh, hiérarchie syndicale, les centrales syndicales, voilà, c'est ça? exactement. D'accord. Donc c'était un espèce de schéma qu'on répète et je suis tombé dans ce schéma-là, hein, comme tout le monde peut tomber dans ce genre de schéma, dans la contestation. C'est-à-dire voilà, je suis complètement contre les partis politiques qui pour moi ne produisent pas de résultats et je suis absolument contre les centrales syndicales qui ne produisent pas de résultats. Sauf que c'est contre-productif parce que en faisant ça, enfin, on se confronte à des divergences d'opinion avec des gens qui sont syndiqués ou des gens qui sont partisans, enfin qui sont attachés à des partis politiques. Donc
l'idée, elle est très simple, elle est la suivante. On va essayer, nous, dans la population, de mettre nos divergences de côté et de se mettre autour d'une table, euh, personnes médiatiquement connues ou pas, des personnes de l'opposition, et on va faire un appel public pour que… Ah, attendez, excusez-moi. Mais On va faire un allez-y, appel direct, public hein, j'ai eu pour un que… appel. voilà, on va lancer un appel public qui va être le suivant. Tous les partis politiques qui sont opposés au capitalisme et qui veulent que l'intérêt collectif prime, ben on va leur demander de s'allier, de se mettre tous ensemble pour faire en sorte de peser contre la politique actuelle. Et on fera la même chose avec les syndicats de tous les bords, de façon à pouvoir mettre justement ces divergences de côté. Et en faisant cette demande, alors il y en a beaucoup qui y croient pas, comme moi, mais je lance ce défi-là quand même en disant voilà, ben, on reproche toujours aux partis politiques de ne pas se remettre en question et aux syndicats de ne pas se remettre en question. Et ben, on va le faire. On va se remettre en question, nous, en tant que citoyens. On va mettre de côté nos divergences avec les oppositions citoyennes et on va faire un appel citoyen unanime en demandant à ce que les oppositions qui veulent concrètement l'intérêt collectif se mettent ensemble et fassent quoi pour euh, demander par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale, mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, modifier la Constitution et faire en sorte que les pouvoirs ne puissent plus instrumentaliser les institutions et que des contre-pouvoirs soient mis en place. Ça permettra quoi? Ça permettra de voir quel parti refuse. Et dans ces cas-là, ça affichera clairement le fait qu'ils ne sont pas pour l'intérêt collectif. Ça fera exactement la même chose pour les syndicats et ça permettra aux gens qui croient encore à ces partis politiques d'avoir une position claire en disant j'y croyais, j'ai la réponse. Oui, ça fonctionne, ils sont d'accord. Non, ça fonctionne pas, ils sont pas d'accord. Et ça permettra d'agglutiner les luttes sociales en disant on a des divergences, mais au moins on sait où s'en tenir. On sait qui mène le bateau, on sait où ils veulent nous emmener, on sait qui est d'accord pour changer de route et on sait qui veut aller dans l'iceberg. Voilà. Je pense que on est dans une période qui est historique au niveau international, pas qu'au niveau français. Je pense que s'attaquer à des différences, s'attaquer à des différents niveaux de compétences en disant bah voilà Maxime Nicole, moi je le supporte pas parce qu'il sait pas écrire correctement, parce que c'est pas quelqu'un de qualifié, bah c'est pas productif. Ce qui est productif, c'est de se dire voilà, chacun a un domaine de compétences différent, on a tous des idéologies différentes. Qui veut un intérêt collectif, qui ne le veut pas? Ceux qui veulent un intérêt collectif, bah, mettons-nous ensemble et faisons en sorte que, au moins sur le sujet d'avoir une constitution qui protège le citoyen, qui protège l'humain, bah, on tombe d'accord et que le fait de changer cette cinquième république en quelque chose d'humain et de respectueux non seulement pour l'humain mais aussi pour l'environnement, puisque sans environnement, on n'a pas notre place sur la planète, on n'y restera pas si c'est pas habitable. Donc voilà, on va essayer de lancer ça. Ça va être un travail de fourmi. On va contacter tous les partis politiques et toutes les oppositions, tous les syndicats. On va essayer en tant que citoyen de faire un appel public et on verra qui, en se retrouvant au pied du mur, est capable de mettre ses idéaux de côté et de faire avancer le combat pour l'intérêt collectif. Ceux qui ne le font pas publiquement seront, enfin, on saura où se placer par rapport à eux. Et ça va avoir, on recherche un impact non seulement citoyen pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, mais aussi un impact national pour que le pays sache, qu'il soit d'accord ou pas avec les Gilets jaunes d'ailleurs, mais sache où il en est et où il va, mais aussi international, puisque je vous rappelle qu'on est censé être le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Et aujourd'hui, dans le classement du respect de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des citoyens, on est tombé bien bas. On a un président qui refuse des référendums, qui tabasse sa population, qui arme la police, mais qui laisse sans équipement des soignants. Et on est en train, au niveau international, on est en train de passer pour des branquignoles qui ne savent pas gérer un pays et qui sont en train de passer du rang de la sixième puissance mondiale au rang d'un pays qui n'a rien à envier à des pays qui sont loin d'être développés. Donc voilà, je pense que on est un pays fort parce qu'on est une population forte. À nous de montrer l'exemple en se remettant en question et à nous de faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens et en Très, intelligence. très bien. Je pense que honnêtement, c'est la dernière étape pacifique qu'on puisse faire, puisqu'on parlera, je pense, aussi du pacifisme ou pas. Je pense que c'est la dernière carte à jouer au niveau pacifique en discutant. Voilà, maintenant, mettons les choses au clair. Et si concrètement, c'est pas possible, eh ben, faudra pas en vouloir aux gens qui veulent changer les choses d'une autre manière. Bon, tu disais être pessimiste sur cette démarche, mais tu acceptes quand même d'y adhérer, hein. Je suis très pessimiste parce que je reste persuadé que les politiques ne joueront pas le jeu et ne joueront pas l'intérêt collectif. Je suis persuadé que les syndicats feront exactement la même chose.
Maintenant, il y a les cons qui changent pas d'avis et si on n'essaye pas de le faire, on n'aura pas la réponse. Donc, je préfère essayer et puis montrer que oui, j'ai raison ou non, j'ai tort et que oui, c'est possible ou non, ça ne l'est pas, plutôt que de l'imaginer et d'avoir une certitude que c'est pas le cas et tomber sur des gens qui sont pas d'accord et qui pensent eux aussi avoir une certitude et que ce soit le cas. Au moins, là, on aura la réponse. Soit ils auront raison, c'est possible et tant mieux pour tout le monde. Soit j'aurai raison, c'est pas possible et ça tombera dans d'autres formes de contestation qui seront agréables pour personne. Très bien. Et il y a dans les choses qu'on observe là, depuis le début de la crise sanitaire, du confinement, il y a la question des quartiers populaires aussi qui a été qui est sur le devant de la scène à travers les violences policières, à travers aussi le fait que on observe notamment dans un département où il y a une forte proportion d'habitants de quartiers populaires comme la Seine-Saint-Denis, une, enfin, beaucoup de victimes hein, du coronavirus. Alors certains ont dit c'est parce qu'ils ne respectent pas le confinement. Or, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, quand on interroge les acteurs locaux, notamment les élus locaux, disent que globalement c'est respecté. C'est surtout parce qu'ils fournissent une bonne partie des bataillons de ceux qui continuent à faire tourner la boutique à travers les agents de sécurité, à travers les personnes qui travaillent dans la grande distribution, à travers celles et Les ceux qu'on appelle autoroutiers, tous les personnels des hôpitaux. voilà. Ouais. Donc, il y a la Ouais. question des quartiers populaires et des violences policières. On en parle hein, au cours de ce salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Il y a des moments où on va parler spécifiquement de ça, à travers notamment une figure des quartiers populaires comme Youssef Brakni. Toi, Maxime, je dis, on en a parlé là, précédemment dans le débat, il y a eu un moment fort qui a été un début de ce qu'on appelle la convergence des luttes. C'est le discours que tu as tenu à Beaumont-sur-Oise pour la commémoration de la mort d'Adama Traoré. Euh, comment s'est faite cette jonction avec le comité Adama, Vérité et Justice pour Adama? Comment elle s'est faite ce rapprochement avec les quartiers populaires? Est-ce que c'était temporaire ou c'est amené à durer? Dis-moi. Alors, dans les Gilets jaunes, les premières manifestations que j'ai fait moi sur Paris, il faut savoir que la première personne qui m'a accueilli sur Paris, c'était une personne en précarité qui avait un enfant qui avait des problèmes de santé. Et la deuxième, donc c'est une femme célibataire qui habitait dans une cité. Et la deuxième personne qui m'a accueilli, c'était aussi une femme qui était kabyle et qui souhaitait changer les choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent des quartiers populaires et qui étaient dans les manifestations. Quand on a dit publiquement, quand les politiques ont dit publiquement que les quartiers n'étaient pas dans les manifestations, c'était complètement faux. Et j'ai rencontré une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle, je sais pas si c'est important de le dire ou pas, mais bref, c'est quelqu'un qui vit dans les quartiers et qui se bat dans les quartiers populaires, qui a monté plusieurs associations pour aider les jeunes. Et aussi, je peux dire comment il s'appelle, Fauzi Lelouch. Oui, oui, Euh, qu'on a souvent vu, notamment sur RT. Il Exactement, était qui est très, une très, très personne aussi, très impliqué. exceptionnelle, très impliquée et vraiment qui a le cœur sur la main, qui est vraiment exceptionnel. Et donc, je suis allé dans les quartiers avec lui, dans les quartiers dits sensibles, et j'ai vu ce que c'était les quartiers. Alors oui, il y a de la délinquance, hein, comme partout. Il y a de la délinquance dans les quartiers. C'est sûr que quand on abandonne les gens, quand on les case dans des parcs sociaux, faut pas demander à ce que les gens qui se sentent oubliés euh, soient des bons moutons, il faut bien qu'ils se débrouillent. Alors ça ne veut pas dire que je justifie le trafic de drogue, ça ne veut pas dire que je justifie la délinquance, ça veut simplement dire que quand on abandonne les gens, quand on les laisse à leur triste sort, et quand dans un pays de 67 millions d'habitants, il y a plus de 6 millions et demi de chômeurs pour à peine 1 million d'offres d'emploi, tout le monde ne peut pas travailler. Donc mettre la faute sur les personnes qui ne travaillent pas, c'est un peu facile quand il n'y a pas assez de postes pour le nombre de personnes qui ne travaillent pas. Donc voilà, j'ai vu des gens qui veulent s'en sortir, j'ai vu des gens qui créent des associations comme Fauzi, qui donnent un accès à des ordinateurs, à des formations, à une bibliothèque, à une salle de sport, qui a bataillé avec la mairie. J'ai vu, et actuellement, depuis la crise Covid-19, des gens de quartier monter des maraudes pour aider les SDF et pour les aider à se nourrir, leur fournir des vêtements chauds.
remplir des sacs de courses et préparer de la nourriture pour les familles précaires qui n'ont plus les moyens depuis la perte de leur emploi, puisque je vous rappelle que toutes les agences d'intérim ont fermé. Elles sont joignables que par téléphone et ils font que du télétravail. Donc il y a des employés. Ma femme, par exemple, a perdu son travail. Elle était intérimaire. Son contrat a été suspendu pour l'instant. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu du travail. Qui dit perte de travail dit perte de revenus. Tous ceux qui sont dégoûtés de voir des gens toucher le RSA, je vous invite à, si vous trouvez ça dégoûtant, à quitter votre travail et à aller toucher le RSA. Vous allez voir, c'est pas sympa du tout. C'est pas une vie simple. Donc voilà, j'ai vu ce que c'était un peu les quartiers. J'ai rencontré des gens de quartier, des gens qui sont absolument identiques aux gens qui sont en centre-ville ou qui sont dans les campagnes. C'est des êtres humains, en fait. Et puis j'ai eu vent de cette histoire de décès dans les quartiers à cause des violences policières qui sont souvent masquées, souvent éteintes par les préfets, par les médias, etc. Et, euh, et j'ai voulu faire la manifestation avec le collectif Adama. On s'est arrêté devant le commissariat où il y a eu cette violence et où Monsieur Traoré est décédé. Et à la fin, oui, on m'a proposé de monter sur scène pour dire ce que j'avais à dire. Et enfin, je pense que c'était pas ma place de parler trop longtemps. C'était pas. Voilà, donc j'ai été très court. J'ai à peine parlé une minute en disant que je m'excusais de ne pas avoir été au courant parce que si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans les quartiers, faut y aller. C'est pas sur BFM que vous entendrez ce qui se passe. Sur BFM, vous entendrez souvent un représentant syndical de police qui vous expliquera que le jeune qui est mort en scooter quand ils l'ont percuté, c'est de sa faute. Le jeune à qui ils ont cassé la jambe, il avait qu'à pas rouler en moto. Hein. En France, on peut casser une jambe, tuer quelqu'un en l'étouffant au sol ou lui enlever un œil. C'est logique. Alors dans un pays comme le nôtre, ça fait peur parce que si on respecte pas la loi et ce qui est pas normal, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas parce qu'on respecte pas la loi qu'on peut risquer de perdre une jambe, de mourir ou de perdre un œil. Je pense que dans un pays comme le nôtre, la police doit être exemplaire et il y a une justice, il y a des avocats, des juges. C'est à eux de faire le travail de savoir qui est coupable et ce qu'il mérite comme peine. C'est pas à la police de faire justice elle-même et de s'en prendre à des êtres humains. Donc voilà, je suis très attaché à ce qui se passe dans les quartiers, mais dans des régions autres que les quartiers, c'est identique. Hein. Quand il y a des cas qui ne sont pas médiatisés, il y a des personnes qui après une bavure policière, perdent l'usage d'un membre ou perdent la vie. Et on en parle très rarement. Donc je sais encore une fois que c'est pas la majorité de la police. Il y a des policiers dans des gendarmeries et dans des commissariats de police qui font très bien leur travail. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que on laisse des syndicats policiers prendre la défense de ce genre de policiers. Ça salit l'institution, ça salit l'honneur des policiers qui font correctement leur travail et qui respectent l'être humain. Et c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour les citoyens, c'est mauvais pour les policiers. Euh, c'est quand vous voyez en Espagne que la police à la sortie des trains, elle distribue des masques, et que vous voyez qu'en France, elle distribue des amendes, quand vous voyez qu'il y a des pays qui font massivement des tests de dépistage Covid et qu'en France, on fait massivement de la répression financière en mettant des amendes pour quelqu'un qui va promener son chien sur la plage, quand on laisse des centaines de personnes courir dans des parcs à Paris. Voilà, bon, c'est une espèce d'indignation à géométrie variable. Moi, je pense que le problème de tout ça, c'est pas les quartiers. Les quartiers, ils font comme ils peuvent. Et que pour les débordements, il y a la loi et que la police n'est pas la loi. La police est censée faire appliquer la loi, l'appliquer elle-même, ce qui n'est pas toujours le cas. Je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une bavure, la caméra fonctionnait pas, le numéro d'identifiant du policier n'était pas porté, ou alors il avait le visage masqué. Et c'est toujours des choses qui deviennent très compliquées puisque c'est souvent la parole de quelques policiers contre la parole des victimes. Et on voit ce que ça donne. On voit l'IGPN, ce qu'elle est capable de cacher. Hein. On a vu Zineb Redouane, on a vu Steve Moya-Canisso, on a vu les préfets mentir concernant Geneviève Leguet, etc. On sait à quel point ça peut être corrompu et comment les instances peuvent être manipulées. Donc voilà, non, les quartiers, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose que j'invite à ce que ça devienne durable parce que les gens veulent vivre dignement et veulent s'en sortir. Donc, Bien. on est dans un pays riche, il y a des milliards qui circulent, il faudrait peut-être juste qu'ils circulent dans le bon tuyau et qu'il n'aille pas alimenter des comptes offshore dans des paradis fiscaux. Très bien. Voilà. Alors, je rappelle, hein,
on a des internautes qui nous écoutent en direct live et qui posent des questions. Donc, je m'efforce à la fois de lire les questions, d'en sélectionner certaines arbitrairement, hein, je le dis. Elles ne sont pas toutes de même valeur, hein, si on m'autorise cette expression. J'en prendrai une dernière pour clore cette séance de chat, de forum, de table ronde. Euh, Elle concerne la question de l'environnement. Voilà, Maxime, on a dit des Gilets jaunes que le mouvement est parti du fait que le refus de payer la taxe carbone qui était censée financer des investissements verts et autres. Alors évidemment, on sait après coup que ce n'était pas du tout le cas, mais quel est le rapport entre les Gilets jaunes? Tu parlais d'injustice fiscale, sociale et les injustices environnementales. Comment les Gilets jaunes ont combattu et comment à l'avenir ils vont continuer à combattre ces injustices? Je pense qu'il ne faut pas parler que de gilet jaune. Être gilet jaune, c'est être un citoyen en colère, un opposant politique. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont aussi des opposants politiques qui ne se considèrent pas gilet jaune. Enfin, je veux dire, après, moi, mettre les gens dans des cases, ça me dérange. C'est pour ça que je le porte jamais, moi, le gilet jaune. C'est parce que c'est une lutte dont je fais partie et que je veux voir aboutir à faire changer les choses. Mais je pense il faut sortir des clivages et je pense qu'à partir du moment où on veut un meilleur futur et un meilleur quotidien, on est dans le même bateau en fait. Concernant l'écologie, moi j'en avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une émission où j'avais été confronté à Emmanuel Vargon, qui était secrétaire d'État chargé de la transition écologique. Et je lui avais posé la question, vous parlez de transition écologique en proposant la voiture électrique, et le tout électrique, et l'électrique, et l'électrique, et l'électrique, parce que ça réduit soi-disant les émissions de carbone. Un véhicule électrique, quand il roule, il émet pas de particules fines. Hein, ça, oui, c'est vrai. Sauf que un véhicule électrique, pour comparer à un véhicule à carburant fossile, eh ben, de sa conception à son recyclage, il émet autant de pollution qu'un véhicule diesel qui roule sur l'équivalent de 300 000 km. Sauf que ça délocalise la pollution. C'est-à-dire que pour produire les batteries, on va extraire dans les terres rares, dans d'autres pays, du lithium ou des produits rares qui servent à l'élaboration des batteries. Ça tue des gens, ça tue des gens qui travaillent dans des conditions sanitaires déplorables. Donc on déplace la misère, on déplace la pollution et on vend ça comme étant le zéro émission et le rouler vert. Sauf qu'une batterie, ça se recharge à l'électricité. L'électricité en France, elle est produite majoritairement par le nucléaire et les déchets nucléaires, on ne sait pas les recycler. Ça passe souvent dans des trains qui traversent l'Allemagne et qui vont se faire enfouir après dans des pays comme la Russie assez ouvert. Donc le recyclage des matières nucléaires, c'est pas quelque chose d'écologique non plus. Or, il y a des solutions alternatives écologiques qui existent, des moteurs qui fonctionnent à l'huile de chanvre, par exemple, ou qui fonctionnent avec d'autres énergies que le pétrole. Et il y a plein de façons de faire tourner un moteur ou de se déplacer sans polluer. Sauf que la réponse de cette fameuse Emmanuel Vargon a été de me dire que c'était économiquement non viable, puisque quand vous avez un groupe comme Total qui fait des milliards et des milliards, vous ne pouvez pas lui dire que du jour au lendemain, on ne prendra plus de pétrole et on fera rouler les véhicules autrement. Donc tout ça, c'est encore une fois une question de copinage, de réseau de connaissances, d'influence, de lobby, d'argent. La volonté écologique, elle n'existe pas au niveau politique. Elle n'existe pas parce que la plupart des politiciens font de la démagogie en nous parlant d'écologie, mais dans les faits, dans le factuel, il n'y a rien qui est mis en place. Or, il y a plein de gens qui sont susceptibles d'apporter encore une fois des connaissances techniques qui seraient applicables, mais qui coûteraient de l'argent et qui coûteraient en investissement humain. Maintenant, si vous avez comment on appelle ça, si vous avez un circuit de production lobbyiste qui s'arrête, ça veut dire que de l'autre côté, vous créez aussi un autre réseau de travail, de compétences, et vous aurez besoin de gens, mais ça n'ira pas dans les poches des actionnaires. Donc c'est possible, ça s'appelle une transition, c'est possible, encore faut-il vouloir la faire et encore faut-il vouloir investir dans les personnes qui ont les bonnes idées et qui ont les connaissances techniques pour le faire.
Donc l'écologie, de toute façon, c'est important. On voit là, depuis la crise Covid, on a la moitié de la population mondiale qui est confinée. Enfin, une bonne partie, je ne vais pas dire la moitié, on va jouer sur les chiffres après, mais il y a une bonne partie de la population mondiale qui est confinée. Et on voit réapparaître des espèces animales qui se cachaient et qu'on ne voyait pas. Vous avez vu, comme moi, je pense, les vidéos de crocodiles qui se baladent, de cerfs qui se baladent dans les villes, de tortues qui se remettent à pondre sur les plages, de l'eau de Venise qui devient claire avec des méduses qui passent. Enfin, voilà, la nature reprend très vite ses droits quand l'humain arrête de polluer. Euh, voilà, je ne sais pas comment se passera le après, puisque quand on va déconfiner, forcément, la consommation va se remettre en place, hein. Il y a une partie de la consommation qui va se remettre en place. Maintenant, j'espère que les consciences vont changer. Moi, je suis pas le meilleur des écolos. Je suis pas J'aurais sûrement des cours à prendre, mais je pense qu'il y a des comportements qu'on peut changer. On peut au moins, à minima, réduire ces consommations dans différents secteurs pour participer au fait que on laisse une trace humaine la plus faible possible. Très bien, super. Merci Maxime. Alors, je suis sincèrement désolé pour les internautes qui auraient posé des questions et dont on n'aurait pas sélectionné la question. C'était pas évident de gérer ça en direct. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vous demande sincèrement de me pardonner pour ça. Et je remercie surtout Maxime d'avoir pris de son temps pour venir discuter avec nous, pour venir nous exposer ses combats, nous parler de voilà, sa trajectoire personnelle. Merci beaucoup, Maxime.